Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, parce que ça me fait plaisir d'avoir une salle qui n'est pas complète, mais qui est beaucoup plus garnie que les années précédentes. Euh, alors, on va vous parler aujourd'hui de deux choses. On va vous parler, bien sûr, du prix Liberté Jeunesse, et puis, mais d'abord, on va commencer par vous offrir une représentation théâtrale sur une pièce qui s'appelle L'affaire Calas. Alors, 30 secondes sur l'affaire Calas. C'est une affaire qui se passe au XVIIIe siècle, mais qui pourrait se passer aujourd'hui sans aucun problème, qui dénonce avec très très grande force les problèmes des extrémistes. Donc, notre association, parmi ses gènes, en fait, ce souci. Vous avez pu le voir dans les livres qu'on vous a proposés et dans les différentes actions que nous menons. À la fin du XVIIIe siècle, la France sortait d'une guerre civile qui avait duré près de 2 siècles. À l'époque, la guerre civile se déroulait entre les catholiques et les protestants. Et bien là, on est en 1761, c'est-à-dire exactement au moment où se prépare déjà la Révolution française. Et il y a dans chacune des religions, alors à l'époque les deux religions, il n'y avait pratiquement pas d'autres, il y avait quelques adeptes de la religion juive en France, mais ils étaient très minoritaires. L'immense majorité se répartissait entre les catholiques et les protestants. Et il y avait, j'allais dire, quelques musulmans, mais très très peu. Donc on n'est pas dans le même contexte, mais on est aussi dans un contexte qui est un contexte de lutte contre les extrémistes, parce que chaque religion a ses extrémistes. On le voit aujourd'hui, on le voyait déjà à l'époque. Alors il y a un grand homme, un grand écrivain français, un grand philosophe français qui s'appelle Voltaire, et qui, à la fin du XVIIIe siècle, a eu connaissance de cette histoire et est intervenu pour qu'elle se déroule, je ne vais pas dire le moins mal possible, mais quand même c'est un petit peu ça. Alors, j'ai promis de ne pas parler plus de 2 minutes, je dois déjà avoir dépassé un peu. À tout à l'heure pour parler du prix proprement dit, puisque nous attendons la lauréate du prix qui nous a dit qu'elle nous rejoindrait vers 15h30. Donc, et on fera une petite coupure entre les deux. Et pour l'instant, place au théâtre. L'histoire que je vais vous raconter est une belle histoire de haine. C'est une histoire vraie, bien horrible, pleine de larmes et de souffrances, de toutes sortes de souffrances. On l'aurait oublié, comme beaucoup d'autres du même genre, s'il n'y avait pas eu un homme pour dire non à la haine et à l'injustice. C'est grâce à lui, Voltaire, qu'on se souvient de Jean Calas et que l'affaire Calas est en définitive l'histoire d'une victoire. L'affaire Calas commence en 1761, le 13 octobre 1761, à Toulouse. Toulouse, c'est Tolosa, la ville romaine de briques roses, tellement romaine que son hôtel de ville s'appelle le Capitole, comme le temple de Jupiter qui protégeait la Rome antique, et que les conseillers, qui s'appellent ailleurs échevins, se nomment à Toulouse Capitoul.
Il ne fait pas très bon être protestant à Toulouse en 1761. On y vit dans sa ville comme en terre étrangère, regroupé dans certains quartiers au bord de la Garonne. Le quartier de la Dorade et celui de la Dalbade. Les Calas, eux, sont un peu en marge. Ils vivent rue des Filatiers. C'est la grande rue commerçante. C'est une longue trouée qui part de la place du Capitole pour aboutir près de la Garonne au niveau du pont Saint-Michel. Et l'on voit, au 16, la maison des Calas. Ils vivent au premier étage. Au rez-de-chaussée, c'est la boutique. Une boutique d'indienne, c'est-à-dire de tissu teint. Il y a là le père Jean Calas, négociant à Toulouse depuis 40 ans. On le dit droit, honnête, rigoureux en affaires, exerçant sur son monde une autorité calme. Il y a la mère, Anne-Rose Calibel, une belle femme, douce, intelligente, cultivée. Jean et Anne-Rose ont 6 enfants, 4 fils, Marc-Antoine, Pierre, Louis et Donna, et 2 filles, Rose et Anne. Et puis il y a Jeanne Viguier, dite Viguière, la servante catholique. Forcément, en vertu de la fameuse déclaration royale qui interdit aux protestants d'être domestiques dans une famille de protestants. Dans toute famille de protestants, les domestiques sont donc catholiques. Très bien. Et le roi, dans sa sagesse, a pensé aux enfants, à l'influence bénéfique des catholiques sur les enfants. Et ce fut le cas chez les Calas, puisque Jeanne a converti Louis, le 3e fils. Oh, le père a pris la chose comme il le pouvait, sans joie excessive bien sûr, mais sans colère et sans aigreur, ni contre Louis, ni contre Jeanne. Les Calas sont des amis, protestants et catholiques. Des relations. Ils vivent en bonne entente avec le voisinage. On les respecte, on les estime et l'on admire la bonne éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Voilà. Tout est en place pour la tragédie. Il suffit maintenant de laisser faire le destin. Le 13 octobre 1761 commence l'affaire Calas. Monseigneur, je fus informé par le précédent courrier d'un meurtre commis en la personne du sieur Calas, fils. Mais comme on ne me marquait aucun détail et que cette affaire est d'une si grande importance, j'ai cru devoir attendre que je fusse mieux instruit pour vous rendre compte des faits. Le fils aîné du sieur Calas, négociant à Toulouse, a été trouvé mort et étranglé dans le magasin ou arrière-boutique de la maison de son père, le 13 de ce mois. Les soupçons sur les auteurs de cet assassinat ont varié pendant quelques jours. Les uns prétendirent que ce jeune homme s'était tué lui-même, et c'est le système de défense de son père et de ses co-accusés. Les autres, que c'était son père et son frère qui l'avaient étranglé. Les capitouls, s'étant transportés sur les lieux, ont fait arrêter le père, la mère, le fils, la servante et un jeune homme, fils du sieur Lavesse, célèbre avocat qui avait soupé ce soir-là chez le sieur Calas. Ce jeune homme, c'est Galbert Lavesse, 3e fils de David Lavesse, célèbre avocat, en effet, et protestant. Il peut être avocat, bien qu'étant protestant, parce qu'en homme avisé, il s'est fait délivrer par un curé pas trop regardant un certificat de catholicité. Cela fait partie des petits arrangements qui permettent de vivre, malgré tout. C'est un jeune homme sympathique, Galbert. Un garçon doux, aimable, toujours heureux d'être ce qu'il est et de ce qui lui arrive. Son rêve, c'est la mer, les bateaux, les ports. Ce qui serait bien pour lui, c'est la marine marchande. Son père, David Lavesse, le célèbre avocat, l'a donc envoyé à Bordeaux apprendre l'anglais et le pilotage. Et la machine
se met en marche. L'oncle de Saint-Domingue se voit confier, par testament, la gestion d'une fortune. Il réclame Galbert près de lui. La chance! Un aller et retour à Toulouse pour embrasser son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, et ce sera le grand départ. Mais un petit problème d'argent le retient quelques jours à Bordeaux. Puis il s'arrête à Montauban, et tout ça le met à Toulouse le lundi 12 octobre en fin d'après-midi. Il arrive rue Saint-Rémézy, devant la maison de ses parents. Grille fermée. Ils sont tous à la campagne. Voilà Galbert en quête d'un cheval, mais pas de cheval ce soir-là. Pas grave, Galbert connaît du monde à Toulouse. D'ailleurs, il a des lettres à remettre à Jean-Pierre Cazin. Et Cazin le garde pour la nuit. Le lendemain, donc le 13, le mardi 13 octobre 1761, il pleut. Le ciel se verse à seaux. Impossible de sortir. Galbert attend, gentiment, chez Cazin. Un peu avant midi, la pluie s'arrête. D'un coup, comme elle est venue. Galbert arpente la ville de Loire en Loire à la recherche d'un cheval. Aux environs de 4 heures, il passe rue des Filatiers, devant le 16, la maison des Calas, des amis de Cazin et de son père. Il entre. Marc-Antoine et Pierre l'accueillent avec joie et il explique pour le cheval. Pierre propose son aide et Jean Calas, le père, invite Galbert pour le dîner. Et voilà. Ça s'est fait comme ça. Pierre et Galbert ont repris les recherches. Toujours pas de cheval à louer. Ils sont passés prévenir Cazin que Galbert dîne chez Calas. Ils sont de retour vers 7 heures. On les attendait pour passer à table. Jeanne a servi, on a humé, on a applaudi, et entre 2 bouchées et 2 gorgées de vin de Gaillac, on a parlé. Marc-Antoine est resté muet. Il a peu mangé. 1 quart de pigeon et 2 grappes de raisin. C'est tout. Il a bu plusieurs coupes de vin pur. Arrivé au dessert, il a quitté la table. Il est passé dans la cuisine et Jeanne a voulu lui dire quelque chose de gentil, quelque chose qui réchauffe le cœur. Elle a dit naïvement « Avez-vous froid, monsieur l'aîné ?» Il a répondu « Je brûle. » Et il est sorti. Un peu avant 10 heures, Galbert a remercié pour une si bonne soirée. Il a salué ses hôtes. Pierre s'est levé à son tour pour leur accompagner et ils sont descendus. Pierre tenant un flambeau et Galbert derrière lui. Tout à coup, Pierre s'est arrêté. Devant la porte. Là. Celle qui donne sur la boutique. Il s'est retourné vers Galbert. Elle était ouverte. Ils sont entrés. Pierre a promené la flamme de la torche autour de la pièce jusqu'à la porte qui donne sur l'arrière-boutique. Entre les 2 vantaux ouverts, il croit voir les jambes d'un homme, un corps. C'est Marc-Antoine, pendu à une barre de bois posée en équilibre sur les battants de la porte. Ils se jettent tous les 2 dans le couloir en criant. On peut juger de mon horrible surprise quand je vis mon frère suspendu en chemise aux 2 battants de la porte de la boutique qui donne dans le magasin. Je poussais des cris affreux, j'appelais mon père. Il descend éperdu. Il prend à bras-ce-corps son malheureux fils en faisant glisser le bâton et la corde qui le soutenait. Il ôte la corde du cou en élargissant le nœud. Il tremblait, il pleurait, il s'écriait dans cette opération funeste. « Va, me dit-il au nom de Dieu, chez le chirurgien Camoire, notre voisin. Peut-être mon pauvre fils n'est pas tout à fait mort. » Je vole chez le chirurgien, je ne trouve que le sieur Gors, son garçon, et je l'amène avec moi. Mon père était entre ma mère et un de nos voisins, nommé Delpech, fils d'un négociant catholique, qui pleurait avec eux. Ma mère tâchait en vain de faire avaler à mon frère des eaux spiritueuses et lui frottait les tempes. Le chirurgien Gors lui tâte le pouls et le cœur. Il le trouve mort et déjà froid. Il lui ôte son tour de cou, qui était de taffetas noir. Il voit l'impression d'une corde et prononce qu'il est étranglé.
Sa chemise n'était pas seulement froissée, ses cheveux comme à l'ordinaire, et je vis son habit proprement plié sur le comptoir. Je sors pour aller partout demander conseil. Mon père, dans l'excès de sa douleur, me dit « Ne va pas répandre le bruit que ton frère s'est défait lui-même. Sauve au moins l'honneur de ta misérable famille. » Je sors tout hors de moi chez le sieur Cazin, ami de la maison, négociant qui demeurait à la bourse. Je l'amène au logis. Il nous conseille d'avertir au plus vite la justice. Jeanne aussi avait entendu les cris. Elle avait ouvert la fenêtre du premier étage. Des femmes étaient là déjà, la tête levée vers les fenêtres. Elles avaient flairé le drame. Et il en arrivait d'autres, et des hommes aussi, de partout. Ça vient de chez les Guenot, qu'ils se répétaient l'un à l'autre. Jeanne a compris que les cris venaient de la maison. Dehors, on a vu sortir Pierre, entrer, sortir encore. Et on a vu aussi un autre homme, un homme jeune en habit gris, avec une veste et une culotte rouge, un tricorne bordé d'or et l'épée au côté. C'est Galbert. Lui aussi est sorti et entré plusieurs fois. La dernière fois, sur les conseils de Cazin, qui a jugé opportun, puisqu'on ne pouvait plus rien faire, d'avertir la police pour rédiger le constat et obtenir le permis d'inhumer. Lorsque Galbert revient, accompagné de l'assesseur et de son huissier, la rue est pleine de monde. Plusieurs dizaines de soldats gardent l'entrée de la maison et tiennent les badauds à distance. Une foule nerveuse qui tend le cou pour essayer d'apercevoir quelque chose, fait le gros dos, crache des mots assassins. Leur secte, meurtre, ils l'ont tué. Ils voulaient abjurer, comme l'autre. Les gardes repoussent Galbert, qui insiste. « Mais j'ai dîné là, j'y ai passé la soirée !» On lui ouvre le passage. Dedans, il y a du monde autour de Marc-Antoine et surtout un petit homme qui s'agite par le haut. Il toise Galbert et d'un mouvement de tête lui ordonne de rejoindre les autres, tout pâle, aligné contre le mur et gardé par les agents. Il y a le père qui tremble de tous ses membres, la mère qui pleure dans les bras de son fils, la servante qui se cache le visage dans les mains. On y a rajouté Cazin, bien connu à Toulouse, patron d'une grosse manufacture, hein, mais qu'on n'a pas reconnu, ou qu'on a fait semblant de ne pas reconnaître. Le petit homme agité qui a tout compris en arrivant, qui ne s'en laisse pas compter par les larmes et les claquements de dents, c'est David de Baudrigue. Il est Capitoul David, membre du consistoire des 8 gouverneurs de la ville de Toulouse et de son territoire, un peu administrateur, un peu juge, un peu policier. Il a acheté sa charge cher. Il est capitoul titulaire. Il aime l'ordre et la religion de l'ordre. Les trublions, les têtes qui dépassent, il en fait son affaire. C'est un homme efficace qui travaille au Karcher. Dire qu'il est craint serait mentir. Il fait peur. Il décide tout de suite. Il juge tout seul, sans expliquer, sans justifier. Il n'admet pas de critique, pas de conseil. Je prends tout sur moi. Ses colères sont terribles et ses vengeances féroces. À force, il traîne quelques casseroles. On le surveille en haut lieu. On se méfie de ce beau zèle qui n'a jamais de limites. Mais globalement, il est utile. Cette fois, plus que jamais, David est sûr de lui. Il tient l'affaire de sa carrière. Ce coup-là, il le sent. Il est d'accord avec les bruits qu'il a entendus dans la foule. C'est un assassinat, un crime de fanatique. Alors pas de quartier, vous me les emmenez au poste. Mais qu'est-ce qu'on fait du corps? Le cadavre aussi, bien sûr. Tout le monde en garde à vue. Et le cortège se met en marche. Entouré des 40 gardes. En tête, le cadavre porté sur un brancard, son habit bien plié près de lui. Suivent les magistrats entourant David de Baudrigue. Les accusés ferment la marche. Le père, la mère, le fils, la servante, Galbert Lavesse et Jean-Pierre Cazin, sous le regard de la foule qui gronde. Jean avance comme un automate. Il se répète en boucle. Il l'a fait.
Il l'a fait. J'ai rien vu arriver. Il l'a fait. Et la voix de Marc-Antoine lui revient, récitant des tirades où l'on parle d'être ou de ne pas être. Il l'avait donc fait ce soir-là pendant qu'on bavardait au salon. Et il voyait l'opprobre qui attendait son fils pour avoir décidé de sa vie. Le procès fait à son cadavre, son corps nu sur une claie, le visage contre terre, traîné à travers la ville, puis pendu. Une nouvelle fois, au gibet. Qu'au moins, on ne sache pas. Mais il a bien fallu parler. Le corps de Marc-Antoine Calas a été déposé au Capitole, dans la salle de torture qu'on appelle chambre de la gêne. Le capitoul, David de Baudrigue, a procédé aux auditions d'office et le 14 octobre au matin, Jean-Pierre Cazin est relâché. Jean-Pierre Bertrand Faget, chef du consistoire, signe l'ordonnance d'écrou sur les personnes de Jean Calas, négociant, marié, 6 enfants, de religion protestante. Anne-Rose Cabibel, épouse Calas, 6 enfants, de religion protestante. Jean-Pierre Calas, fils de Jean Calas et d'Anne-Rose Cabibel, de religion protestante. François-Alexandre Galbert Lavesse, fils de David Lavesse, de religion protestante. Jeanne Viguier, dite Viguière, domestique au service de la famille Calas, de religion catholique. Accusé d'avoir étranglé Marc-Antoine Calas par fanatisme protestant pour prévenir par le meurtre sa conversion au catholicisme. On les a mis dans des cachots, éclairés pour les femmes, sans fenêtres pour les hommes. Ils ne se sont plus revus. Le 15 octobre, Jean-Pierre Lamarque, chirurgien, a pratiqué l'autopsie du corps de Marc-Antoine Calas. Et nous, Jean-Pierre Lamarque, maître en chirurgie, à la réquisition de Monsieur de Pimbert, avocat du roi, nous nous sommes rendus au petit consistoire de la maison de ville en présence de Monsieur David de Capitoul, de Monsieur Labat et de Monsieur Monnier, assesseurs. À la réquisition susdite, nous a été fait lecture d'un ordre afin de faire l'ouverture du corps de Marc-Antoine Calas, à l'effet de le mettre dans la chaux, d'en rapporter l'état et s'il s'y trouve des aliments récents. Avons commencé par faire l'ouverture de la tête et ensuite du cerveau, où nous n'avons trouvé que des vaisseaux extrêmement gorgés qui sont les suites ordinaires des morts de cette espèce. Avons ensuite passé à l'ouverture de la poitrine, où nous n'avons trouvé rien de particulier. Et de là, avons passé à l'examen de l'estomac, qui d'abord nous a paru n'être chargé que de très peu d'aliments. Cependant, comme il était nécessaire de faire un rapport exact, nous nous sommes déterminés à l'ouvrir et avons trouvé une humeur grisâtre qui était en assez grande quantité, parmi laquelle nous avons trouvé quelques peaux de raisin avec quelques peaux de volaille, quelques petits morceaux de autre viande qui nous a paru être du bœuf. Ces espèces de viande que nous avons lavées à l'eau claire
être fort dur et fort coriace. Par l'exposé que nous venons de faire, il paraît que le cadavre avait mangé 3 ou 4 heures avant sa mort, car la digestion des aliments était faite. En foi de quoi, nous donnons la présente relation pour servir tant que de besoin. Ça fait du bruit à Toulouse. Une belle rumeur qui gagne. Ceux qui ont entendu les cris, ceux qui sont accourus, ceux qui ont vu le cortège, ceux qui ont appris le lendemain, les connaissances des Calas, protestants ou pas, qui ne peuvent pas en croire leurs oreilles, les protestants de la Dalvade, de la Dorade, de plus loin, qui s'affolent, et les catholiques qui suivent ça de près, surtout depuis le monitoire. Qu'est-ce qu'un monitoire ? Un monitoire est une sorte d'appel à témoins d'un genre particulier. Les monitoires sont publiés par voie d'affiche ou par la voix du prêtre à la messe paroissiale. Ils exhortent à venir témoigner sur des faits précis, certains ou présumés, consignés dans le monitoire. Et sur cela uniquement. Tout autre témoignage est systématiquement rejeté. Et ils avertissent que le danger encouru à ne pas témoigner sur les faits en question est l'excommunication. Et l'excommunication, c'est l'enfer. Et l'enfer, ça fait peur. Bon, reprenons. Le procureur du roi a établi une liste de faits, certains ou présumés, pour lesquels il a absolument besoin d'obtenir des témoignages. Et il demande la publication d'un monitoire 3 dimanches de suite dans toutes les églises de Toulouse. La puissance du malin a frappé notre ville. Chacun de nous, mes frères, frémit à la pensée d'une action aussi noire, un meurtre perpétré au sein de la cité. Il appartient à la justice des hommes de châtier le criminel et de le soumettre sans tarder à la suprême justice de Dieu. Il appartient à ceux qui savent d'éclairer la justice des hommes. Ne pas répondre aux questions des juges, c'est refuser de faire la lumière, enfreindre la loi des hommes, se détourner de la loi de Dieu, se mettre du côté des ténèbres du mal. Alors, comme le médecin est tenu d'amputer le membre gangréné et de le jeter loin du corps, ainsi l'Église, dans sa sagesse, est forcée d'éloigner celui qui porte le mal, de peur qu'il ne contamine le troupeau. Paix mes brebis, paix mes agneaux. Monitoire à tous ceux qui sauront, par oui dire ou autrement,
que le sieur Marc-Antoine Calas aîné avait renoncé à la religion prétendue réformée. À tous ceux qui savent, par oui-dire ou autrement, que le 13 du mois courant au matin, il se tint une délibération dans une maison de la paroisse de la Dorade, où la mort de Marc-Antoine Calas fut résolue ou conseillée, que le même jour, 13 du mois d'octobre, depuis l'entrée de la nuit jusque vers les 10 heures, cette exécrable délibération fut exécutée. À tous ceux qui savent qu'il arriva de Bordeaux, la veille du 13, un jeune homme de cette ville qui, ayant été arrêté à souper dans une maison, fut présent, consent ou participant à l'action. À tous ceux qui savent, par oui-dire ou autrement, qui sont les auteurs, complices, fauteurs, adhérents à ce crime qui est des plus détestables. On lut le monitoire 18 et 25 octobre, relâche le 1er novembre, pour cause de Toussaint, reprise le 8 novembre, et les autorités de se frotter les mains et d'annoncer des preuves complètes pour établir que ce jeune homme avait été victime et martyr de la religion catholique. Les témoignages arrivent. En effet. Marc-Antoine a déclaré, je dois faire demain ma première communion. Marc-Antoine a déclaré, je dois aller tous les matins à la messe dans les églises. Il allait tous les matins à la messe dans les églises origines en l'honneur de ses parents. Je sais pas souvent, mais aussi les origines au serment de Saint-Germain. Il devait se occuper de le mari, mais si on le sait seulement, peut-être même dedans. Il a donné 2 heures de la messe. J'ai pu suivre 2 processions au soir. Pour des preuves complètes, c'était tout de même un peu léger. Et tout portait à craindre qu'il ne serait pas si facile d'établir que ce jeune homme avait été victime et martyr de la religion catholique. Mais David de Gaudrigue est un homme de ressources. Il vient de recevoir les félicitations du ministre. Et ça le rend intelligent, le capitoul David de Gaudrigue, et audacieux, et plein d'idées. Et voilà justement qu'il conçoit un merveilleux projet propre à dissiper tous les doutes qui pourraient encore subsister. Analyse de la situation. Marc-Antoine Calas a été étranglé ou pendu. S'il a été pendu, c'est par lui ou par d'autres. Si c'est par lui, Marc-Antoine Calas est un suicidé. Il doit être traité comme tel, son cadavre jugé, puni, privé d'inhumation chrétienne. Il est alors le seul coupable. Par voie de conséquence, il faut relâcher le père, la mère, le fils, la servante et la messe. Impossible! David ne le veut pas, puisqu'il les sait coupables. S'ils sont coupables, c'est qu'ils ont tué. S'ils ont tué, c'est par fanatisme. Et Marc-Antoine est un martyr. Inversement, si Marc-Antoine est un martyr, les Calas sont coupables. Il suffit donc de montrer que Marc-Antoine est un martyr pour démontrer et apporter la preuve de la culpabilité des Calas, de la servante catholique et de la messe. Inhumer le corps de Marc-Antoine, c'est écarter la thèse du suicide. Il suffit donc d'inhumer le corps de Marc-Antoine, ce qui écarte le suicide, et l'inhumer comme un martyr, c'est QFT. Ce qui fut dit fut fait. Et David de Baudrigue, en homme compétent, appliqua tout son zèle à régler la cérémonie. Un cortège de 40 soldats avait conduit le cadavre de la maison de son père jusqu'à l'hôtel de ville. Un cortège de 40 prêtres le conduisit jusqu'à l'église Saint-Jacques. Le corps fut inhumé au sein de l'édifice, dans l'un des bas-côtés, devant une foule médusée. C'était le dimanche 8 novembre, à 3 heures de l'après-midi. Dans les jours qui suivirent,
On fit assaut de prières et de cérémonies, et l'on parla de miracles sur la tombe du martyr et de canonisation. Le jugement fut rendu le 18 novembre. Sur les 8 capitouls, un seul se prononça en faveur de la relaxe. Tous les autres furent d'avis de soumettre à la torture Jean, Anne-Rose et Pierre Calas sous les yeux de Jeanne et de Galbert. Les prévenus ont fait appel de la sentence des capitouls. Ils en ont appelé devant le Parlement de Toulouse, contre le procès-verbal, contre le monitoire. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont eu foi en la justice et en la raison des hommes. On les a transférés de la prison du Capitole à la prison du Parlement. Jean, Anne-Rose, Pierre, Jeanne Viguière et Galbert Lavesse. On leur a mis les fers aux pieds. Et ils ont attendu, sans jamais voir personne que les soldats de garde, sans savoir, en espérant que dehors, on se souvenait d'eux. Dehors, il y a Théodore Sudre, catholique, très brillant avocat, un homme savant et droit, chargé par Rose, Anne et Louis de défendre leurs parents. Et Maître Sudre prend la parole. Il parle des principes. Il parle de la loi qui défend et protège la société. Il parle des formes de la loi qui en dessinent les limites et garantissent les libertés. Il parle de la justice qui cherche la vérité, de la balance de la justice qui pèse les preuves du oui et du non, du crime et de l'innocence, des juges qui doivent instruire à charge et à décharge. Il parle de l'accusation qui frappe un père, une mère, un frère, une servante dévouée, un ami. Crime à ce point monstrueux qu'il défie la raison. Et dont, pourtant, on ne doute pas, dont à aucun moment au cours de l'Inquisition le doute n'a été admis. C'est que toute l'instruction, dès les premiers instants, a été entièrement menée à charge, sans respecter les formes de la loi. Et cela seul devrait suffire à ordonner la cassation de la procédure tout entière. Quant aux faits, un seul fait est certain. Marc-Antoine Calas est mort de mort violente. Dès lors, 2 hypothèses. Il s'est tué lui-même ou il a été tué. S'il a été tué, par qui l'a-t-il été? A-t-on cherché des assassins cachés au fond de la maison, dans la cour, dans l'un des bâtiments qui donnent dans cette cour? Certainement. On l'a fait. Le 16 octobre, 3 jours après le drame. Et voyez comme c'est bizarre, voyez comme c'est étrange. On n'a pas trouvé d'assassin. Personne dans la maison, personne dans la cour, personne dans les bâtiments qui donnent dans cette cour. Oui, sauf un vieillard qui demeure. Mais, disent les capitouls,
personne n'a pu entrer puisque la porte était fermée. Belle preuve. En effet, Marc-Antoine n'aurait pu ouvrir la porte lui-même pour sortir, pour se rendre au cas de billard où il avait coutume de passer ses soirées et, s'ouvrant à lui-même, ouvrir à ses assassins. Et le mobile du crime, le plus courant, le vol. Supposition. Soit qui innocente les Calas et qu'on rejette immédiatement. On lui en préfère une autre, un meurtre familial, avec le concours actif de la domestique, une servante dévouée, fort dévote, aux mœurs irréprochables, et d'un jeune homme, un ami de passage, dont tout le monde certifie la douceur, la droiture, la conduite sans faille. Ils ont tué ensemble. Pourquoi ? Par fanatisme religieux. C'est tellement évident que le capitoul David de Baudric n'a pas hésité une seconde. Immédiatement emmené au poste, immédiatement interrogé, immédiatement incarcéré. Ils ont tué Marc-Antoine ensemble. Le père, la mère, le frère, l'ami et la servante catholique, parce que Marc-Antoine allait le lendemain devenir catholique. On croit rêver. On ne rêve pas. Mais l'un des fils Calas, le jeune Louis, s'est converti au catholicisme et, pour autant qu'on sache, il est toujours vivant. Peu importe. Il y a les témoignages concernant Marc-Antoine et l'avenir qui l'attendait. Celui du sieur Bergeret, par exemple, qui, passant devant la boutique au milieu de la semaine qui précéda la mort de Marc-Antoine, y aperçut l'homme habillé de gris portant un chapeau brodé. Galbert Lavesse, évidemment, qui à ce moment-là n'était pas à Toulouse, et entendit Calas-père lui dire « S'il change ou s'il ne change pas, oui, le témoin ne sait plus, ou a mal entendu, je lui servirai de bourreau. » En quoi devait-il changer ou ne pas changer? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que Jean Calas a dit on ne sait pas quoi au juste à quelqu'un qui n'était pas là. Et cela prouve, à l'évidence, que le coup était prévu. Il y avait eu une réunion dans une maison de la Dorade où la mort de Marc-Antoine Calas fut résolue ou conseillée. Ce sont les termes du monitoire. D'où vient pareille allégation? Qui a fait cette dénonciation? Auprès de qui? Mystère. Et l'on va plus loin. Ce serait une loi chez les protestants, une sorte d'obligation sacrée que d'exterminer les enfants qui rompent avec le culte familial. Mais au fait, la question est là. Marc-Antoine avait-il l'intention de devenir catholique? Non, disent les parents, les proches, les amis. On a cherché, bien entendu, le confesseur de Marc-Antoine, le prêtre qui l'avait instruit. Inconnu. L'église où il devait recevoir la communion. Inconnu. La date de ce grand jour. Inconnu. Il n'y a donc plus de mobile. Mais il y a toujours meurtre. Mais enfin, les indices, étranglés ou pendus, les indices ne sont pas les mêmes. Mais on n'a pas cherché d'indices. Il y a tout de même le rapport des médecins. Et que dit ce rapport? Nous avons soigneusement examiné ce corps, que nous avons trouvé sans aucune blessure, mais avec une marque livide au col,
de l'étendue d'environ demi-pouce en forme de cercle qui se perdait sur le derrière des cheveux, divisé en 2 branches sur le haut de chaque côté du col, ce qui nous a fait juger qu'il a été pendu encore vivant par lui-même ou par d'autres. Pendu encore vivant par lui-même ou par d'autres. Pour pendre qui que ce soit, en dehors de soi-même, il faut au moins être 3. 2 pour maintenir le corps et le 3e pour opérer. Entre les 2 battants de la porte, il n'y avait pas de place pour 3 hommes qui en suspendent un 4e. La porte se serait ouverte, la barre serait tombée. Arrêtons-la. La vérité est simple. C'est celle que n'ont cessé de répéter les prévenus. Marc-Antoine Calas a été pendu par lui-même. Marc-Antoine Calas s'est donné la mort. Pourquoi ? Par ce mal qu'on appelle le dégoût de la vie, par dégoût d'une vie qu'il n'aimait pas, où il ne trouvait pas sa place. Marc-Antoine a quitté la table en fin de repas. Il a descendu l'escalier. Il a poussé la porte de la boutique. Il est entré. Il a ôté sa veste. Il l'a pliée. Il l'a déposée sur le comptoir avec les gestes calmes de la détermination. Il a pris la corde. Il a confectionné les nœuds coulants sans trembler. Dans l'un, il a passé sa tête. Il a soulevé sa cravate noire pour appliquer la corde à son cou. Il a fait glisser le billot dans l'autre. Il est monté sur une chaise. Il a placé la barre de bois sur les battants de la porte. D'un mouvement du pied, il a poussé la chaise qui a glissé sur le parquet. Et le poids de son corps entraînait dans sa chute une vie qu'il n'aimait pas. Et la vie de ceux qu'il aimait. Car eux aussi vont perdre la vie. Parce qu'on a choisi le parti de la haine. Parce qu'on s'est servi de la haine pour trouver des coupables où il n'y en avait pas. Parce qu'on a livré en pâture à la haine des innocents désespérés. Il est temps que parle la raison et que triomphe la justice. Ce sera la victoire des hommes. C'est au juge, aujourd'hui, que revient cet honneur. Voilà ce qu'a dit Maître Sudre. Eh non, il ne l'a pas dit. Parce que, en ces temps-là, les avocats ne plaidaient pas. Maître Sudre n'a pas parlé. Il a écrit et publié 3 mémoires qui ont été versées au dossier. Jean Calas fut jugé seul le 9 mars 1762. Il fut condamné par 8 voix sur 13. Pour le crime d'homicide sur la personne
de Marc-Antoine Calas, son fils aîné, à être appliqué à la question préalable ordinaire et extraordinaire, pour tirer de lui l'aveu de son crime, complice et circonstance, puis tête, pieds nus, en chemise, ayant la harde au cou, à faire amende honorable devant la porte principale de l'église Saint-Étienne de Toulouse, et à être conduit ensuite à la place Saint-Georges, et sur un échafaud qui à cet effet sera dressé, à être rompu vif, et ensuite expirer sur une roue qui sera dressée tout auprès du dit échafaud, la face tournée vers le ciel, pour y vivre en peine et repentance de ses dits crimes et méfaits, tout autant qu'il plaira à Dieu de lui laisser la vie, et son corps mort, jeté ensuite dans un bûcher ardent, préparé à cet effet sur la dite place, pour y être consommé, et ensuite les cendres jetées au vent. On avait espéré des aveux. Jean Calas est mort en proclamant son innocence, celle de sa femme, de son fils Pierre, de Jeanne et de Galbert. C'était le 10 mars 1762. Le 18 mars, Madame Calas, Pierre, Jeanne et Galbert furent jugés à leur tour. Faute de preuves suffisantes, Anne-Rose Cabibel, veuve Calas, et Jeanne Viguière furent mises hors de cour. Galbert Lavesse fut mis hors de cour. Pierre, il fut condamné au bannissement à perpétuité. Le bourreau le conduisit jusqu'à la porte Saint-Michel et là, quelqu'un l'attendait. Un prêtre de l'oratoire qui le ramena fermement au couvent des Jacobins pour en faire un bon catholique. Il s'enfuit le 4 juillet et rejoignit Donat, son petit frère, à côté de Genève où celui-ci s'était réfugié. Voltaire était là aussi, à quelques lieues, dans sa demeure de Ferney. Voltaire a entendu parler de l'affaire de Toulouse et Voltaire a ri, car le rire est son arme contre la folie des hommes. Et puis, un voyageur s'est présenté chez lui. Il a raconté l'histoire en détail et il a juré que Calas était innocent. Alors, Voltaire n'a plus ri. Il a voulu savoir. Il a appris que Donat, le plus jeune fils Calas, est tout près de lui, à côté de Genève, où des amis l'hébergent. Voltaire demande à l'entendre. Une voiture est donc venue chercher Donat. Un homme lui a dit qu'il était appelé par Monsieur de Voltaire. Donat connaît ce nom. Comme tous les gens d'alors qui ont quelque culture. C'est le plus grand poète de France, un savant, un philosophe, l'homme le plus célèbre à ce jour et que respectent les plus grands. On lui a dit aussi que l'homme était méchant, qu'il avait la plume méchante et qu'on avait peur de lui, que pour cette raison il vivait retiré car il se trouvait en danger, qu'il haïssait la religion et qu'il n'aimait le Dieu d'aucune d'elles, mais qu'il lui arrivait de faire du bien aux hommes. Et Donat sait aussi que Voltaire a écrit un poème sur le roi Henri, qui a donné aux protestants la liberté de croire et de prier à leur guise. Donat a peur. Mais il est venu. L'enfant regarde le vieil homme. Il s'étonne de ce corps si long, si mince qu'il disparaît dans les plis de ses vêtements, de ce visage austère au teint gris,
coupé par ce long nez qui paraît une lame. Il regarde les grandes mains posées sur les accoudoirs immobiles, attentives. Il n'imaginait pas ce corps si fragile qui semble sur le point de se briser, consumé par un feu secret. Ce feu est dans les yeux qui regardent Donna, qui le percent, qui cherchent au fond de lui. C'est un regard sans haine. Et Donna cède à ce regard. Le vieil homme regarde l'enfant. Il interroge doucement, ingénieusement. On parle de Jeanne, la catholique, qui les a tous vus naître, qui les a élevés, qu'ils appelaient gentiment la grosse Jeanne. Elle était comme de la famille. Bien sûr, ça va de soi qu'elle allait à la messe, à confesse, qu'elle récitait son chapelet. Elle suivait sa conscience. On en vient à parler de Louis. Jeanne l'a poussée, évidemment, vers la religion catholique. Elle, avec les voisins qui ont un fils abbé. Ils venaient souvent dîner et passer la soirée, et Louis allait souvent chez eux. Ce qui a fait du mal aux parents, c'est pas que Louis abjure, c'est qu'il quitte la maison. Comme s'il désertait. C'est comme ça que l'appelait Marc-Antoine. Notre déserteur. Et ça, c'est bien la preuve qu'il n'était pas d'accord et que pour rien au monde, il aurait fait comme lui. Pourquoi Louis est parti? Ça se passe toujours ainsi quand on est protestant et qu'on devient catholique. Les parents ont payé la pension, normalement ça s'est fait sans problème. Et même les dettes de Louis, le père les a payées. Non, sur la religion, la conversion, pas le moindre reproche. Parce que de gêner les consciences ne sert qu'à faire des hypocrites. Voilà ce que disait le père. Son souci, c'était Marc-Antoine. C'était lui le vrai souci. À cause de son humeur sombre et mélancolique. Et de son obsession de la mort. La mort qu'on se donne à soi-même. Il lisait là-dessus. Il déclamait des vers. On se disait bien que c'était des mots. Voltaire rencontre Pierre. Et Pierre raconte une fois encore ce qu'il a raconté 100 fois. Le dîner, le flambeau, Marc-Antoine suspendu en chemise aux deux battants de la porte, le capitoul et ses soldats, la cellule sans fenêtre, les ténèbres si épaisses qu'on ne voit pas si un autre se trouve dans le cachot, ni les rats qu'on entend. Les interrogatoires, plus de 50. Les témoignages imbéciles. L'annonce de la mort du père et la menace du même supplice s'il persiste à ne pas avouer. Mais qu'est-ce qu'avouer quand on n'a rien commis? L'arrêt de bannissement, le couvent et le chantage, encore, de la libération en échange de sa conversion. Voltaire a écouté. Il fait surveiller Pierre de loin pour s'assurer de sa conduite, pour être sûr de ce qu'il est. Il ne veut pas être trompé car il ne peut pas se tromper. Défendre une mauvaise cause, c'est perdre sur un seul coup le combat de sa vie contre le fanatisme, l'injustice, l'intolérance, l'infâme. Écrasons l'infâme. C'est le cri de guerre codé qui termine ces lettres. Il y a encore la veuve à sonder.
La veuve Calas, à qui pour comble de malheur et d'outrage on avait enlevé ses filles, était retirée dans une solitude où elle se nourrissait de ses larmes et où elle attendait la mort. Je ne m'informais point si elle était attachée ou non à la religion protestante, mais seulement si elle croyait en un Dieu rémunérateur de la vertu et vengeur des crimes. Je lui fis demander si elle signerait, au nom de ce Dieu, que son mari était mort innocent. Elle n'hésita pas. Il faut encore convaincre Galbert de faire cause commune contre le jugement. Si un seul se dérobe, les autres sont perdus. Galbert écrit à son tour, et cette fois, Voltaire est sûr de lui. Plus je réfléchis sur le jugement de Toulouse, moins je le comprends. Je ne vois aucun temps dans lequel le crime prétendu puisse avoir été commis. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de condamnation plus horrible et plus absurde. Il est certain qu'elle ne quitta pas son mari d'un moment dans le temps qu'on suppose que son mari commettait un parricide. Si son mari eût été coupable, elle aurait donc été complice. Or, comment, ayant été complice, ferait-elle 200 lieues pour venir demander qu'on revît le procès et qu'on la condamnât à mort? Tout cela fait saigner le cœur et lever les épaules. Toute cette aventure est une complication d'événements incroyables, de démence et de cruauté. Je n'abandonnerai cette affaire qu'en mourant. J'ai essuyé des injustices pendant 60 années. Je veux me donner le plaisir de confondre celle-ci. C'est la guerre. Sa guerre. Qu'il dirige depuis sa retraite. La guerre pour la justice, pour la tolérance, pour la liberté de penser. La guerre de la raison contre le fanatisme, contre la folie du pouvoir. Une guerre sans relâche qui l'occupe tout entier. Contacter des appuis, intéresser le parti des philosophes, organiser des réunions, déterminer la stratégie, envoyer des torrents de l'aide dans toutes les directions, vers ceux qui peuvent, vers ceux qui approchent, ceux qui peuvent, monter plus haut encore, soulever le ciel et la terre, écrire, déclarations, mémoires, traités, faire savoir, remuer l'opinion, secouer les apathies. Criez, je vous prie, et faites crier. Il n'y a que le cri public qui puisse nous obtenir justice. Peser ce qu'il faut dire et ce qu'il faut taire. Savoir retarder une publication, lâcher la bombe au bon moment, prévoir les pièges. Et les lettres aux amis disent la fièvre du combattant contre le fanatisme, l'injustice, la barbarie, la sottise, pour le genre humain, pour l'homme. C'est le mot qui revient sans cesse. Ces lettres disent les moments d'espoir, de doute, de découragement face au poids de la machine judiciaire et la lenteur des esprits, la peur d'échouer face à l'indifférence, la lâcheté et la bêtise mauvaise. Le 4 juin 1764, le conseil privé du roi a cassé la sentence des capitouls et les arrêts du Parlement de Toulouse. Le 28 février 1765, les maîtres des requêtes se sont réunis au nombre de 40. Ils ont examiné l'affaire dans le plus grand détail au cours de 6 longues séances. Ils ont rendu leur arrêt à l'unanimité. Les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, juges souverains en cette partie, tous les quartiers assemblés, ont déchargé et déchargent Anne-Rose Cabibel, Jean-Pierre Calas, Alexandre-François Galbert Lavesse et Jeanne Viguière de l'accusation intentée contre eux.
décharge pareillement la mémoire de Jean Calas de l'accusation intentée contre lui, ordonne qu'à la diligence du procureur général de Sa Majesté, le présent jugement sera imprimé et affiché partout où besoin sera. Donné à Paris, aux requêtes de l'hôtel, le 9 mars 1765. 3 ans plus tôt, exactement, Jean Calas avait été condamné au supplice de la roue. La pièce est dans les règles. C'est à mon gré le plus beau 5e acte qui soit au théâtre. Je vous avoue que je n'ai de ma vie goûté une joie plus pure qu'en embrassant le petit Calas qui est à Genève, lorsque nous reçûmes en même temps la nouvelle de la plus ample justice qu'on ait faite en France à l'innocence opprimée. Voilà un événement qui semblerait devoir faire espérer une tolérance universelle. Cependant, on ne l'obtiendra pas de sitôt. Les hommes ne sont pas encore assez sages. Ils ne savent pas qu'il faut séparer toute espèce de religion de toute espèce de gouvernement, que la religion ne doit pas plus être une affaire d'État que la manière de faire la cuisine. Il doit être permis de prier Dieu à sa mode, comme de manger suivant son goût, et pourvu qu'on soit soumis aux lois, l'estomac et la conscience doivent avoir une liberté entière. Il se fera sans doute un jour une grande révolution dans les esprits. Un homme de mon âge ne la verra pas, mais il mourra dans l'espérance que les hommes seront plus éclairés et plus doux.